Olivier Bouba-Olga, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes professeur des universités en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université de Poitiers et vous publiez l'ouvrage collectif Dynamique territoriale, éloge de la diversité aux éditions Atlantique, les éditions de l'actualité scientifique en Nouvelle-Aquitaine. Alors ce livre, il s'inscrit dans la lignée de vos travaux précédents puisque vous soulignez que l'identification d'un modèle générique de développement économique des territoires est impossible et vous égratignez une nouvelle fois la mode entre guillemets, je reprends votre terme, du soutien aux métropoles qui irriguerait ensuite l'activité économique de leurs hinterlands. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour commencer sur cette mode ? Ouais, disons que c'est un peu une constante dans la fabrication des politiques publiques en France. On a toujours besoin d'un modèle, d'une référence qu'on va chercher à imiter. C'est vrai à l'échelle macroéconomique. Depuis quelques années, le modèle, c'est l'Allemagne. À l'échelle des politiques territoriales, c'est la même chose. On a eu, années 90, la mode des districts industriels italiens qui avaient résisté à la crise du Fordisme. Imitons-les. Ensuite, exemple de la Silicon Valley, politique des clusters. Imitons aussi. Donc ça a donné lieu à la politique des pôles de compétitivité. Aujourd'hui, la mode a changé. C'est soutien à quelques grandes villes. Hein. C'est lié en partie à une littérature sur les villes globales, quelques villes effectivement très performantes. Et donc on met tout le paquet là-dessus. Mais à chaque fois, en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. Alors justement, quels sont les angles morts de ces modèles qui font référence aujourd'hui ? En fait, ce qu'on oublie, c'est la diversité des contextes territoriaux. Et oui, la Silicon Valley est un territoire qui fonctionne bien. Est-ce qu'on peut le limiter? Pas nécessairement, parce que le contexte territorial, l'histoire des territoires, les spécialisations économiques sont différentes. Et donc moi, je plaide pour sortir de cette obsession du modèle, hein, sortir des effets de mode et passer d'abord par une phase d'analyse un peu contextualisée des territoires pour identifier les problématiques à traiter. Et en fait, les problématiques sont différentes d'un territoire à l'autre. Quelles sont les erreurs auxquelles conduisent cette approche par les modèles? Je vous pose la question parce que dans votre livre, vous citez un certain nombre d'exemples qui sont particulièrement frappants. Ouais, alors en fait, déjà, quand on est persuadé que tout ce qui compte pour la création de richesse et d'emplois, c'est les métropoles, l'argent public, c'est une ressource rare. Hein. Ça veut dire que si on met beaucoup d'argent pour soutenir ces territoires-là, on va mettre moins de soutien sur d'autres territoires. Et puis je pense qu'on rate des coups. Par exemple, on a travaillé sur le sillon lorrain. L'enjeu pour le sillon lorrain, c'est pas que Nancy et Metz passent métropole. L'enjeu, c'est de gérer l'économie transfrontalière. On a 100 000 Lorrains tous les matins qui quittent la Lorraine pour aller travailler au Luxembourg. Ça pose des problèmes de montée du prix du foncier à la frontière, problèmes de congestion. Là, il y a de la politique publique à mettre en œuvre. Sur le plateau de Millevaches, sur une autre filière, par exemple, on a une ressource un peu spécifique, la ressource en bois, avec du pin Douglas, qui est assez mal valorisée. La gestion de cet espace forestier est très complexe parce que la propriété est éclatée entre 17 000 propriétaires. Là, il y a un enjeu de politique publique. Et en fait, ce qu'on observe, ce que j'ai observé sur tous les territoires sur lesquels on a travaillé, c'est que les enjeux en termes de développement économique souvent relèvent de politiques qui ne relèvent pas du développement économique. C'est des problématiques de gestion du foncier, forestier, agricole, foncier d'entreprise. Et puis, c'est beaucoup des problèmes de gestion, emploi, formation, gestion des compétences sur les territoires. Il y a un élément qui est particulièrement intéressant dans votre livre, c'est quand vous dites que ce qui distingue les différents territoires dans leurs performances économiques, c'est leur capacité d'adaptation, leur capacité de résilience en cas de choc macroéconomique. Et vous prenez comme exemple la région de Pau. Ouais, en fait, ce qu'on observe, que ce qui compte sur les territoires, c'est peut-être moins les produits que les entreprises fabriquent, que les compétences, les ressources qu'elles mobilisent pour fabriquer ces produits. Et les territoires résilients, c'est les territoires qui, à un moment donné, sont spécialisés dans la fabrication de tel ou tel bien. Le secteur décline, entre en crise pour des raisons X ou Y. Les entreprises sont en capacité de remobiliser les ressources et les compétences pour aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je parle avec d'autres, de diversification cohérente. Et sur Pau, on voit ça. On voit cette trajectoire, en fait, où on a des évolutions dans la spécialisation. On est passé de la chimie lourde à la chimie fine, chimie verte, et puis avec de l'hybridation avec d'autres secteurs d'activité, agroalimentaire, etc. Donc on a des changements de spécialisation en termes de produits ou de secteurs, mais en sous-jacent, on a des ressources qui perdurent et qui s'inscrivent en fait et qui se développent dans le temps long. Alors, puisqu'il faut prendre les territoires dans une approche contextualisée en tenant compte de leurs spécificités, quels enseignements en matière de politique d'aménagement du territoire? À quoi ressemblerait une politique sur mesure, entre guillemets? À quel niveau est-ce qu'il faudrait faire redescendre l'échelle décisionnaire, en quelque sorte? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de décentralisation? Je crois. Alors à quel niveau, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a un niveau d'analyse. Moi, je pense que l'échelle régionale est bien adaptée, ancienne ou nouvelle région. Où on peut essayer d'analyser de manière assez fine
les contextes territoriaux et les problématiques à traiter. Ensuite, les échelles territoriales les plus pertinentes du point de vue économique, c'est plutôt, on va dire, zone d'emploi. C'est là que se cristallise un peu la géographie des activités économiques. Donc, l'idée forte, c'est de dire, sortons des modèles. Donc, ça veut dire qu'avant politique publique, il faut du diagnostic territorial, il faut de l'analyse un peu approfondie pour identifier les problèmes à traiter. Donc c'est pour ça que je dis, le boulot du chercheur, c'est peut-être moins de dire quel est le modèle de développement économique que quelle est la méthode d'analyse des territoires. Et donc là, il faut comprendre les spécialisations, on a des outils pour ça. Et puis surtout, ne pas oublier un point qui est toujours oublié sur les territoires, tout ce qui relève de l'interterritorialité. C'est-à-dire qu'un territoire, il vit aussi de toutes les interdépendances avec d'autres territoires économiques. Et c'est ça qu'il faut identifier et c'est ça aussi qu'il faut faire vivre sur les territoires. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Bouba-Olga. J'aimerais terminer cet entretien en citant une phrase que vous avez notée en introduction d'un chapitre. Elle est d'Élisée Reclus dans L'Homme et la Terre de 1905. La géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer cette phrase. Merci encore. Merci.